d'engager des changements ainsi, de cette façon. Alors, heureusement pour nous, nos invités aujourd'hui ont collaboré pour changer les choses euh, à tous ces niveaux, à tous les niveaux de cette pyramide inversée. Start off with a Je vais commencer la conversation conversation en donnant un aperçu au niveau des projets que Sandy et Sahar mènent. Et ensuite, elles vont nous donner un peu plus d'informations sur la façon dont la collaboration a été euh, essentielle pour la réussite et comment les intervenants ont collaboré ensemble et ont contribué à cette réussite collective. Et ensuite, nous ferons une réflexion sur, elles nous ferons part de leur réflexion sur ce qu'elles ont fait de différent. Alors, je vais commencer par Sahar. Voulez-vous nous parler de vous, de votre organisation, du projet que vous nous racontez aujourd'hui et comment la collaboration a été importante? Oui, merci énormément, Jerry. Alors, nous utilisons également le cadre de changement systémique que vous avez mentionné. Alors, je vois des liens très intéressants. Alors, je m'appelle Sarah Ver Yazeri. Je suis la directrice du East Scarborough Storefront. Je crois qu'il est toujours important de se connaître entre partenaires, entre collaborateurs, de bâtir des relations entre nous. Elles sont très importantes. Alors, je suis arrivé au Canada j'étais réfugié il y a plus de 30 ans. Je vis sur le territoire des Amiksagik, euh, euh, plus précisément les Chippewas de l'île georgienne. Et le Scarborough Storefront est une organisation communautaire qui travaille pour renforcer l'écosystème communautaire complet en ayant une approche communautaire axée sur l'équité. Nous avons des façons de travailler bien à nous et tout est axé sur la collaboration et sur le respect des principes, des valeurs de notre communauté. Et puisque nous sommes des entremetteurs dans les relations et que nous coordonnons des stratégies pan-communautaires, nous faisons beaucoup de réseautage et de développement de notre réseau. Et la collaboration pour nous est essentielle. Nous ne faisons rien sans la collaboration, sans partenariat. Et nous savons que, pour revenir sur ce que vous disiez, Jerry, la raison de notre collaboration, je dirais, en fait, les trois principales raisons pour lesquelles nous collaborons sont les mêmes que les vôtres. Nous savons que nous ne pouvons pas régler des problèmes sociétaux complexes par nous-mêmes. Nous devons nous pencher sur les questions systémiques et nous croyons en le savoir collectif. La- c'est une de nos approches. Et nous devons collaborer avec toute la communauté parce que tout le monde a un savoir, des connaissances, de l'expérience, de l'expertise euh, par lesquelles ils peuvent contribuer. Et nous croyons sincèrement que nous ne serons pas en mesure, euh, aucune organisation seule ne sera en mesure de résoudre ces problèmes. Et il s'agit de se réunir, de travailler ensemble en système, s'organiser en système, parce que nous sommes interreliés les uns les autres. Alors pour nous, la collaboration est essentielle et cruciale dans ce que nous faisons. Et nous n'existons pas sans nos partenaires et les gens avec qui nous collaborons. Alors, je vais prendre une pause. Je crois que nous aurons d'autres occasions de se parler. Alors, je passe la parole à ma collègue Sandy. Merci. Alors, je vous pose la même question, Sandy. Parlez-nous de vous, de votre organisation, de votre projet. Dites-nous à quel point la collaboration est importante dans votre projet. Oui, bien sûr. Je m'appelle Sandy Lee. Je suis la gestionnaire de projet principal avec mon initiative à UBC. Je travaille avec la faculté de médecine de UBC. Avant de commencer, je veux déclarer que je vis et je travaille sur le territoire des Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Je suis immigrante de Première Nation. Je suis née à Hong Kong. Je suis très reconnaissante de pouvoir vivre ici. Et je crois que l- notre travail, dans notre travail, nous devons reconnaître que nous travaillons avec des communautés euh, réelles. Et une des communautés avec lesquelles nous travaillons, c'est la Première Nation Stellarton et le village de Fraser Lake. Et nous, euh, nous avons
commencé à travailler avec des communautés de façon très rapprochée. Ça nous a permis de déceler les problèmes à résoudre dans le contexte global. Et dans notre projet, nous utilisons des drones pour transporter des fournitures médicales dans des communautés rurales. Nous avons un projet de démonstration de 12 mois. Le but, c'est de reconnaître qu'il y a des soins, des façons de fournir des soins virtuels. Euh, en fait, nous le savons déjà, mais comment fournir des médicaments à des gens qui sont dans une communauté rurale éloignée? Alors, on peut obtenir un diagnostic, un traitement, maintenir le bien-être avec un mélange de ces solutions. Alors, en travaillant sur ce projet, nous avons entendu les communautés raconter ces histoires très puissantes, non seulement à propos des défis en matière d'accès, mais aussi ils ont parlé de traumatisme intergénérationnel, d'inconfort par rapport aux institutions, au système, à cause de leurs expériences avec la rafle des années 60 et tous ces autres incidents qui ont laissé leur marque sur les gens et ont traumatisé les gens. Alors, en travaillant sur ce type de projet dans des communautés précises, nous a permis d'aller très profondément dans les rouages du système pour l'étudier, pour le comprendre. Ça nous a permis de trouver des moyens de combler les écarts et ça nous a permis d'avoir des interactions humaines euh, euh, qui nous ont permis de mieux comprendre le système et de trouver des solutions. Merci. C'est pourquoi je veux en savoir davantage. Alors, continuons avec Sahar. Parlez-nous un peu plus du projet, euh, de votre projet. Alors, qui sont vos principaux intervenants et quel est leur rôle et quel est leur poids dans la réussite de votre projet? Et ensuite, selon vous, quel a été le facteur déterminant dans le développement et la croissance de cette confiance avec eux? Oui, je vais parler précisément de notre système alimentaire, notre projet de système alimentaire local. Alors, je crois que vos questions sont sur un continuum. Je vais me concentrer sur un projet au début de la pandémie avec en fait, nos commerces locaux. Vous voyez le jardin communautaire qu'il y a derrière moi. Les résidents avaient des parcelles dans le jardin communautaire. Ils avaient accès à ces petits terrains. Scarborough est un désert alimentaire. Nous sommes très mal servis du point de vue alimentaire. Nous avons peu de ressources. Alors, nous avons également une cuisine communautaire que les résidents et nos partenaires peuvent utiliser, mais c'est tout ce qu'on avait en matière alimentaire. On n'avait pas beaucoup de collaboration avec des organisations alimentaires et des groupes euh, communautaires locaux, groupes de résidents euh, locaux sont venus nous voir en nous disant que les gens avaient faim, que leurs voisins ne pouvaient pas sortir de chez eux. Il y avait des aînés qui avaient peur de quitter leur domicile. Ils avaient peur de tomber malades en sortant de chez eux. Donc, ils restaient dans leur demeure et qu'il fallait trouver un moyen de les nourrir. Alors, c'était très intéressant parce que notre organisation essaie de remplir sa mission. Ce n'était pas notre mission. Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on réfléchissait à ça pendant que les gens nous disaient, les gens ont faim, il faut régler ce problème de façon urgente. Alors, il y avait cette situation urgente qui se dessinait et nous savions qu'un de nos rôles, c'était de soutenir les résidents. Les résidents voulaient ce service, il fallait trouver un moyen de les servir. Alors, euh, pendant les confinements, etc., nous devions maintenir notre cuisine communautaire ouverte, soutenir les résidents, fournir des employés, déterminer où étaient les ressources, qui pouvait fournir des aliments, etc. Alors, nous travaillons également avec d'autres organisations alimentaires, des entreprises locales également qui fournissaient des dons alimentaires et ce genre de choses. Mais je vais me concentrer ici sur les leaders communautaires locaux parce que je crois que quand on parle de partenariat, de collaboration, souvent, ce que les gens voient, ce sont des institutions, des établissements, des organisations qui collaborent ensemble. Mais dans ce cas-ci, la dynamique est différente.
La collaboration est différente lorsqu'il s'agit de résidents locaux et de leaders d'organisations communautaires locales. Et dans notre cas, ce sont les personnes qui cuisinaient, préparaient les aliments, qui distribuaient les aliments, la nourriture, alors, qui faisaient le travail. Alors, le projet n'existerait pas sans ces gens. Alors, ça a été d'une grande importance pour nous que de collaborer avec eux et de lancer ce projet rapidement. Et en travailler avec eux, c'était le seul moyen d'avoir un impact parce que ce n'étaient pas des organisations établies, mais c'était des gens qui cuisinaient, qui préparaient des aliments, qui faisaient des dons alimentaires. Et nous, pendant la pandémie, il fallait tout déterminer comment tout allait fonctionner. Alors, il était très important que nous établissions une confiance avec les résidents et que nous collaborions avec eux. Et si on a réussi à le faire, c'est que en étant une organisation communautaire, on avait toujours bâti cette confiance. Donc, ce n'était pas une catastrophe, une urgence où il fallait partir à zéro. Non, nous avions des emplacements, des lieux. Nous savions que nous devions bâtir une relation de confiance parce que la communauté, euh, bien sûr, allait faire face à des écueils. Et il y avait un capital social qui existait déjà dans notre communauté. Euh, et une partie des raisons pour lesquelles le projet a été une réussite, c'est que les organisations communautaires locales en faisaient partie. Elles ont mené le projet à bout de bras. Et quand elles nous ont dit que les gens avaient besoin, en fait, quand elles ont entendu dire de leurs voisins, de leurs membres, que les résidents avaient besoin de nourriture, elles les ont crues. Et elles ont sauté pieds joints dans l'initiative. Et justement, la semaine dernière, il y a eu une cérémonie de remise de prix euh, et c'est très envoûtant parce que nos membres ont gagné des prix en travail communautaire. Alors, il y avait nos employés, mais nos employés sont toujours des intervenants et ils devaient jouer un rôle à convaincre les organisations parce que ce sont eux qui étaient les plus près de ces organisations communautaires locales et qui devaient les convaincre de collaborer. Alors, il fallait bâtir cette confiance entre de nombreux groupes différents. Alors, les organisations locales, le personnel qui travaille avec les dirigeants, leaders de ces organisations locales et les résidents. Alors, il fallait que tout ce beau monde collabore ensemble et nous avons réussi à le faire. Merveilleux. Merci. Alors maintenant, je vais mettre Sandy sous les feux de la rampe, qui a un projet très différent, mais je crois que en fait, les éléments sous-jacents au projet sont très semblables de ceux de Sarah. Alors, qui étaient vos partenaires? Quels ont été les facteurs clés de votre réussite et quelles sont les principales choses que vous avez faites pour développer cette confiance et la maintenir avec vos intervenants? Oui, il y a, oui, évidemment, notre projet est très semblable sur le fond à Sahar. On n'aura pas pu réaliser notre projet sans les Méchin et la municipalité locale. Et je suis très reconnaissant d'avoir fait partie d'un projet où les communautés étaient en fait, faisaient partie des choses dès le début, dès la conception du projet, la planification du projet et l'élaboration de la vision du projet. Les communautés faisaient partie euh, de l'équipe de conception. Alors, nous fournissions des services de santé dans des communautés rurales et en tant que membre de la faculté de médecine, je travaille étroitement avec notre doyen de la mobilisation communautaire. Nous avons également le docteur John Polvichin, un praticien qui pratique depuis 30 ans dans la communauté que nous avons servi dans ce projet. Alors, nous avons deux leaders dévoués qui, en fait, sont dévoués au système de santé, qui veulent fournir des soins aux partenaires. Et ce sont également des champions, pour ainsi dire, locaux, qui ont gagné la confiance des communautés. Et grâce à leur leadership et leur dévouement au projet, nous avons réussi à faire participer de nombreux partenaires divers.
non seulement les communautés, mais aussi les autorités sanitaires locales, les autorités sanitaires des Premières Nations qui ont commandité le projet. Nous avons également participé à ce projet avec des organisations pan-canadiennes et nous avons pu faire participer les organisations réglementaires comme Transport Canada pour en fait approuver le travail que nous faisions. Alors notre bassin d'intervenants était très vaste, mais c'est ce qui a fait la force de notre projet, c'est que nous étions euh, impliqué avec le leadership de la communauté et le projet et sa mission était en fait la responsabilité principale de la communauté et c'est ce qui a fait la force du projet. Et aussi, nous nous lancions dans ce projet avec une grande ouverture d'esprit, sachant que la portée du projet que nous avions planifié à l'origine était relativement minime et le but au départ, c'était de transporter certains biens médicaux euh, en petite quantité. Mais à mesure que le projet s'est déroulé, a évolué, nous avons pu comprendre de la part des communautés que c'était important pour elles qu'on transporte des biens médicaux et que ce projet pouvait grandement améliorer leur bien-être. Et à la fin du projet, nous avons commencé à transporter, en fait, à livrer des médicaments par drone aux communautés. Nous avons fait un programme répondu au programme d'accréditation pour transporter des spécimens vivants. Et c'est grâce à notre travail avec les intervenants. Nous les avons écoutés, les avons écoutés pour faire évoluer le projet. Oui, merci Cindy. Vous m'avez raconté une anecdote très intéressante. Je crois que c'est un aspect important de l'histoire, c'est que dans le cadre de ce projet, votre équipe a insisté fortement sur la participation de la communauté locale et de l'embauche et de la formation des membres de la communauté locale. Pouvez-vous nous en parler davantage? Comment c'est- on est venu à faire, à occuper un rôle important dans cette réussite? Oui. Prendre le leadership de la nation autochtone, reconnaître que c'est important de se concentrer sur le bien-être de la communauté en général, non seulement le bien-être médical, mais aussi le développement économique, les occasions euh, d'embauche et le développement de toutes sortes dans la communauté, eh bien, notre projet misait justement là-dessus. Comme l'a dit Jerry, nous nous sommes concentrés à embaucher des membres de la communauté locale. Nous avons fourni des biens, des services. Tous les intervenants étaient embauchés localement. Nous voulions bâtir la capacité dans la communauté. Et moi, en fait, dans une des communautés des Premières Nations, il y a environ 200 habitants seulement. Et dans le village de Fraser Lake, il y a environ 1000 résidents. Imaginez-vous, dans les communautés éloignées de cette taille, trouver des employés, des candidats en vue d'un projet de 12 mois. En fait, le bassin de candidats est assez restreint et une grande partie de notre projet, c'est d'aller trouver les gens où ils se trouvent. Et ça veut dire que des fois, il faut travailler avec les gens pour les former en matière de informatique, euh, bâtir une relation de confiance, envoyer des courriels, leur montrer comment, en fait, gagner de la confiance en soi, comment rédiger un courriel, comment euh, utiliser des pièces jointes. Et c'est le genre de choses qu'on devait faire avec ces gens. Alors, lorsque ces gens étaient embauchés, étaient formés par nous, ils devenaient des champions dans la communauté qui pouvaient représenter notre projet et témoigner de la valeur de ce que l'on faisait dans notre projet auprès de leur communauté. C'est de toute beauté. Et moi, j'ai également vu quelque chose de la sorte dans votre projet. For them to trust you, they have to see that you are doing what you say you're Et doing. en fait, vous travaillez pour la communauté. Vous ne faites pas simplement un projet que vous faites signer à Vancouver et tout est beau. Non, vous faites un projet pour la communauté réellement. Vous m'avez également parlé de ce que vous faites pour trouver un équilibre dans la dynamique du pouvoir Sahara. Oui, je vais faire un commentaire sur ce que Sandy a dit avant de répondre à votre question. Sandy, vous me faites penser au développement de la capacité et à son importance, surtout quand on travaille avec des résidents et des leaders locaux.
Et c'est quelque chose qu'on a dû faire également. Encore une fois, il faut avoir une approche holistique sur le long terme. Alors, on faisait déjà ce type de travail, ce développement de capacité, parce qu'encore une fois, on savait qu'il y aurait des catastrophes dans la communauté éventuellement. Et aussi, il y a fait un autre, on a travaillé sur d'autres projets où en fait, on montait, on montrait aux résidents locaux comment utiliser un ordinateur, des courriels, des pièces jointes, etc., etc. Donc, tous ces éléments entrent en jeu lorsqu'il y a une catastrophe et il faut mobiliser les gens. Ils sont prêts lorsqu'on a fait ce travail avec eux. Alors, pour répondre à votre question sur les dynamiques du pouvoir, Jerry, pour soutenir, bâtir la confiance, oui, il faut absolument être explicite et mettre mettre des mots sur ces choses. Les résidents n'étaient pas rémunérés pour leur travail, alors que notre personnel l'était. Donc, il faut le dire explicitement, il faut en parler. Et ensuite, un autre aspect, c'était comment financer le projet. Et les organisations de financement euh, n'ont pas tendance à financer ce genre de projet local. Et lorsque ça arrive, il y a une certaine tension. Alors, nous, en tant qu'organisation, sommes redevables envers nos bailleurs de fonds. Il y a plein de rapports à faire et les résidents ne pensent qu'à une chose, c'est d'apporter de la nourriture à leurs voisins. Alors, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Que doivent-ils savoir pour comprendre nos réalités à nous, l'organisation, et pour qu'ils comprennent le cadre dans lequel nous devons exister et faire notre travail, tout en euh, tout en pouvant faire le travail. Ils ne sont pas rémunérés, donc ils n'ont pas besoin de penser à tous ces enjeux administratifs qui sont notre lot à nous. Alors, c'est pourquoi nous avons expliqué aux gens ce qui arrive lorsqu'on reçoit ce financement. Enfin, il faut penser aux fonds d'urgence et aux fonds administratifs et même rédiger des demandes de financement, eh bien, il fallait leur expliquer ces enjeux. Alors, c'est le genre de choses que nous faisons dans notre travail. Et il y a eu une transition, en fait, une évolution de leur ouverture à notre travail. Il y a 10 ans, on ne demandait pas ce genre de financement pour ce genre de projet. Et il faut trouver des façons de couvrir des frais à court terme, sur 2 mois, 6 mois. Et donc, on jouait un rôle d'ambassadeur, on parlait à la communauté de ce genre d'enjeux. Et il fallait trouver un moyen également de les rémunérer d'une certaine façon ou d'une autre pour qu'ils puissent continuer à faire le travail de bénévole. Alors, il y a eu des tensions en cette matière et nous sommes une organisation qui essaie de faire du mieux euh, qu'elle peut, mais on constate qu'il y a des dynamiques du pouvoir qui causent des problèmes. En général, on devrait être capable de collaborer, de bâtir des relations, mais lorsque vous détenez les cordons de la bourse, vous devenez une entité complètement différente à leurs yeux et vous devez commencer à tenir les gens responsables pour ce que votre organisation euh, veut faire, doit faire. Alors, on ne voulait pas agir ainsi, mais il y a une tension qui s'installe parce que les communautés locales viennent voir et ils veulent que nous soyons leurs fiduciaires pour qu'ils aient accès aux fonds que nous allons obtenir, nous, des organisations, des bailleurs de fonds. Alors, il faut prêter attention à ceci. Il faut se concentrer là-dessus. Vous travaillez avec des organisations locales. Il y a beaucoup d'argent sur la table et cet argent n'est pas seulement pour les organisations locales, c'est pour tout le monde. Et parfois, parfois, il y a des requins qui veulent obtenir ces fonds qui ne serviront pas nécessairement à servir la communauté. Alors, il faut être au courant de ces enjeux de pouvoir. Et les gens jouent plusieurs rôles. Nous avons des employés qui sont également des résidents dans la communauté locale. Nous avons des résidents qui sont rémunérés pendant une période de temps, mais qui font d'autres choses de façon bénévole. Alors, ça peut devenir euh, un labyrinthe. Alors, il y a des leçons
que nous avons tirées. Nous savons que nous ferons certaines choses différemment dans l'avenir. Et il y a des choses qu'on aurait voulu faire différemment. Merci, Sahar. Alors, j'aimerais maintenant inviter l'auditoire à poser ses questions. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la boîte questions-réponses, Q&A ou Q&R en bas de Zoom. Ou si vous n'avez pas accès à cette fonction, vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage. Nous y reviendrons. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Sachant ce que vous savez maintenant, Sahar, en rétrospective, que feriez-vous différemment dans votre façon de collaborer? Donc, commençons par Sandy. Oui. Oui, je dirais que pour moi, bâtir la confiance, ça s'est déroulé ainsi. La communauté, en fait, nous avons fait en sorte que la communauté nous invite sur son territoire. Donc, ce sont eux. Nous les avons laissés faire les premiers pas. Et nous devions nouer des liens avec des champions locaux, des organisations locales pour rejoindre les membres de la communauté. Nous devions passer par eux pour atteindre la communauté. Ensuite, nous voulions passer par l'ensemble de la communauté pour ensuite rejoindre les jeunes, par exemple. Pour ne pas répéter les erreurs des organisations comme la nôtre, que les organisations comme la nôtre ont fait dans le passé. Et a posteriori, notre projet a été conçu au pic de la COVID-19. C'était une période très incertaine. On ne savait pas si on pourrait faire des rassemblements en personne. On ne savait pas quelles seraient les restrictions sanitaires éventuellement. À cette époque, la communauté était confinée, fermée. Bon nombre de communautés dans la Colombie-Britannique ont décidé de limiter les voyages, les entrées dans leur communauté pour se protéger du point de vue sanitaire. Alors, je crois qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à notre budget pour les événements communautaires. On a présumé que bon nombre d'événements se dérouleraient en ligne. Et dans mon expérience, ça ne permet pas d'avoir suffisamment de profondeur pour bâtir une confiance avec les membres de la communauté. Ça n'est pas, mais pas en confiance pour qu'ils fassent part de leur expérience, de leur réalité et des choses qu'ils veulent dans le projet. Et aussi, à propos de l'établissement de budget, il faut que l'information soit accessible. Vous travaillez avec une population qui ne va pas nécessairement lire vos rapports ou ni même les rapports condensés de 2 pages sur le projet que l'on fait avec eux. Alors, en rétrospective, après le commencement du projet, nous avons dû trouver du financement supplémentaire pour créer des vidéos, créer du contenu euh, plus accessible pour les personnes avec lesquelles on travaillait. Alors, en matière de collaboration, j'aurais aimé qu'on qu'on ait prévu ces écueils. L'organisation d'événements communautaires, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup, consommer, en fait, coûter beaucoup d'argent parce que les gens de la communauté jouent déjà plusieurs rôles, sont déjà occupés. Donc, on ne veut pas leur donner plus de travail. Alors, c'est à nous de s'occuper de l'organisation de ces événements. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts à organiser ces événements, mais en bout de ligne, je crois que ça crée une ambiance de confiance et ça nous permet de savoir quels sont les enjeux des gens, leurs problèmes, leurs expériences et ça nous permet de trouver des moyens d'aborder ces questions. Et vous, Sahar, vous avez eu beaucoup de succès, mais oui, mais on fait beaucoup d'erreurs également. Alors, encore une fois, je crois que
L'aspect intéressant ici et la ressemblance entre nos deux projets, le mien et celui de Sandy, premièrement, le fait que ça s'est déroulé pendant la pandémie, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et dans une organisation, vous êtes toujours des êtres humains et vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est complètement fou. Et il y a des enfants partout, etc. Donc, en tant qu'être humain, vous menez ce projet. En tant qu'organisation, vous faites face à des réalités. Et ensuite, il y a des choses nouvelles et très envoûtantes, mais ce sont des choses nouvelles que vous faites. Des choses qui sont incompréhensibles pour la personne que vous étiez et un an auparavant. Alors, il a fallu faire des choses différemment. Alors, un aspect, c'est de se concentrer sur la nature urgente et émergente de la collaboration. Je ne sais pas si on a mis en œuvre cette collaboration de façon intentionnelle parce que il fallait une réaction urgente. Alors, on ne pouvait pas dire, bon, pensons, réfléchissons à notre rôle. Quels sont les risques? Quels sont les écueils à éviter? Quelles sont les valeurs, les principes de notre projet? Alors, on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Et heureusement, notre approche communautaire nous a beaucoup aidés. On avait ces principes, ces valeurs depuis longtemps et ça nous a beaucoup aidés. Et je crois que une chose qui aurait été bien de faire plus tôt, et je vous donne le contexte, East Scarborough est une des communautés les plus diversifiées au Canada. Nous avons une communauté noire, vivante, dynamique. Scarborough a le plus grand nombre d'Autochtones dans la région du Grand Toronto. C'est une communauté où 50% des habitants ne sont pas nés au Canada. Alors, lorsque George Floyd a été assassiné, il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui réfléchissaient à ce que ça signifiait. Et nous, notre organisation a toujours eu une perspective euh, d'équité, mais on n'avait pas une perspective anti-racisme et anti-racisme contre les Noirs. Alors, on se demandait ce que ça signifiait pour nous. Et il y a beaucoup de gens qui se disaient, bon, euh, au storefront, aux commerces locaux, ils sont axés sur la communauté. Mais nous, on devait se concerter avant de faire une déclaration auprès de la communauté. Et une des choses qu'on devait faire en matière d'antiracisme noir dans la communauté, c'était collaborer avec le réseau alimentaire parce qu'il y a des liens entre l'antiracisme ou plutôt le racisme et le, en fait, les enjeux alimentaires, alors que la souveraineté alimentaire est un enjeu pour nous et il fallait départager tous ces enjeux et trouver un narratif logique pour tout le monde. Alors, je crois qu'on aurait pu, en la matière, faire plus de mobilisation, meilleur partage de connaissances et relier ces deux aspects de notre travail de façon plus explicite. Donc, on a maintenant cette compréhension, mais ça nous a pris plusieurs années à comprendre qu'on faisait ce travail-ci, ce travail-là, mais on s'est rendu compte avec le temps que ces deux tâches étaient reliées. Alors, encore une fois, les gens avec qui on travaille, on collabore, les leaders communautaires sont souvent des Noirs. Alors, ça aurait été important de comprendre ces enjeux plus tôt. Ça aurait permis de bâtir la confiance euh, plus précocement et ça aurait accéléré notre projet également. Alors, en rétrospective, ce sont les aspects que nous aurions voulu, en fait, Yeah, actually, mieux from the ficeler. short Oui, list of conversation I had with Sandy, ça fait partie un peu de la conversation que j'ai avec Sandy. anecdotal appreciation for Elle m'a fait part and for Sahar. I'm sure d'anecdotes où des gens ont témoigné de leur appréciation de son projet. Et grassroots leaders would have heard oui, from comment these avoir commencé à travailler avec ces leaders communautaires noirs aurait pu vous donner une meilleure perspective du racisme auquel ils font face. Et en tant we all need to get a lot qu'organisation closer communautaire, and
à but non lucratif, nous devons tous et toutes mieux comprendre les enjeux et recueillir l'information directement de nos partenaires et de nos clients avant que, euh, en fait, que ces enjeux nous explosent au visage. Et c'est pourquoi il faut trouver des membres de la communauté qui veulent réellement collaborer avec nous. Il ne faut pas simplement dire, ah, c'est une assemblée générale ou un atelier. Non, il faut avoir des discussions bilatérales avec eux. Et oui, et pour aller un peu plus loin, Jerry, nous avons besoin de ressources pour ce faire. Vous et moi, nous avons eu une conversation sur le fait que nous sommes en fait, nous sommes dans un cercle vicieux. Nous tentons de faire du travail pour obtenir les budgets nécessaires et le travail de vision, d'analyse de données, de collecte de données auprès de la communauté, d'analyse des données pour en dégager un sens, c'est une chose que bon nombre d'organisations à but non lucratif n'ont pas la capacité de faire. Nous avons tenu une séance la semaine dernière avec l'équipe de direction et nous devions faire ce travail entre la production de rapports et la soumission dans des appels de projet. Alors, ce travail n'est pas financé. Ce travail d'analyse des données n'est pas, de collecte d'analyse des données n'est pas financé et le système l'exige pourtant. Je crois qu'il y a peut-être quelques questions. Je vais passer la parole à Naomi. Exceptionnel. Merci énormément. Et merci pour cette discussion exceptionnelle. Nous avons du temps pour une seule question. Et ensuite, il y a une question pour tout le monde. Une question de Mary Murray et qui se demande si vous avez été en mesure de collaborer avec les gouvernements autochtones, les municipalités pour avoir des réunions en matière de financement et de l'élaboration de politiques. Est-ce qu'une organisation gouvernementale collabore à l'heure actuelle en matière de politique avec des ordres de gouvernement, en matière de stratégie d'expérience? Eh bien, moi, j'ai fait ma maîtrise en politique publique au niveau provincial. J'ai également travaillé avec les autorités sanitaires. Chacune de ces organisations a une structure, sa propre structure, qui sont différentes. Et je crois que c'est là qu'il faut relever ces liens ou ces personnes ressources qui pourront vous soutenir dans le développement de votre projet. C'est important de le faire. Avec la communauté autochtone avec laquelle j'ai travaillé, ils ont leur propre politique, leur propre protocole. Il y a également des protocoles de pratiques culturelles qui sont propres à chaque nation, qui changent d'une nation à l'autre. C'est là que la participation communautaire est essentielle dès le début. Et au niveau municipal, par exemple, nous avons travaillé avec le village de Fraser Lake et bien qu'il soit de l'autre côté du lac, la Première Nation Stillan, leurs politiques sont différentes. Et même dans notre organisation, l'Université de la Colombie-Britannique, nous avons nos propres processus internes. Alors, il est souvent arrivé qu'il y ait des conflits entre notre politique d'approvisionnement et l'approvisionnement qui était réellement possible dans le contexte rural. Par exemple, pour exploiter un projet de drone, nous avions besoin d'une résolution du conseil de bande et l'approbation de la municipalité pour utiliser le territoire. Lorsque cette approbation était acquise, on devait bâtir une piste d'atterrissage pour laquelle il fallait obtenir des services d'électriciens et de constructeurs. Mais dans cette région, il n'y avait qu'une seule entreprise qui offrait ces services et peut-être d'autres entreprises à Prince George à 2 heures de route, mais aucun de ces entrepreneurs voulait venir pour réaliser ce service. Alors, ça ne répondait pas à notre protocole d'approvisionnement. Mais on ne pouvait pas obliger la municipalité à trouver d'autres entreprises qui ne voulaient pas travailler avec la municipalité, entreprises de construction, etc. Alors, il y avait des domaines où nous devions faire preuve de souplesse. Alors, lorsqu'il vient le temps de faire participer les gouvernements, travailler avec eux, collaborer avec eux, je crois que euh, dans ce projet, nous avons travaillé avec nos commanditaires qui avaient accès à des plateformes, des
comités directeurs, des groupes ayant une forte influence avec lesquels ils travaillent, qui sont bien communiqués avec les autorités sanitaires, qui, on voit au chapitre dans certaines tables, là où un gestionnaire de projet n'aurait pas accès. Donc, par ces personnes ressources, ces contacts, nous avons réussi à aller de l'avant. Donc, l'important était de trouver les façons d'atteindre ces ordres de gouvernement. Et ensuite, le partage de l'information a été essentiel. Nous avons fait intervenir Transport Canada dans notre travail et nous leur avons fait part en fait, des enjeux en matière d'exploitation de drones dans le contexte rural. euh, c'est une situation qui était très différente du contexte urbain. Alors, nous devions justement sensibiliser Transport Canada, par exemple, à cette réalité. Alors, il y a beaucoup de strates, de couches à tout ça. Je suis très reconnaissante que notre projet ait fonctionné, et de la collaboration de toutes ces personnes, parce que sans elles, ça aurait été impossible. Et oui, et Sarah, vous avez dû, en fait, découvrir tout ça toute seule. Oui, nous avons du financement de la ville de Toronto. Alors, c'est un soutien important et ils soutiennent notre travail de collaboration communautaire locale. Oui. Dans ce projet-ci, c'est un projet différent et nous sommes toujours au début du projet. Alors, nous pensons déjà aux prochaines étapes. Par exemple, les éléments du système que l'on doit changer pour que ces enjeux qui touchent durement la communauté soient réglés. Et c'est pourquoi nous voulons travailler avec davantage d'institutions comme des municipalités. Alors, je sais qu'il y a peut-être d'autres questions et je sais que nous manquons de temps, alors je vais arrêter ici. Oui, ce sont des réponses exceptionnelles. Merci à vous deux. Il y a une dernière question. Et il est 14h02. Mais si vous pouvez nous donner une réponse, alors, ça serait merveilleux. Alors, Alice nous dit, bon, les projets d'un an ne permettent pas une bonne mesure de la réussite, surtout dans les projets de plantation d'arbres. Comment régler cet écueil? Let me take a step. Oui, planter des arbres. Oui, Let me take a step at that. I think oui, je vais essayer de répondre. six Alors, months. sans connaître les enjeux précis de la plantation d'arbres, Period of your je project crois que la durée de votre projet you set as a par success rapport indicator aux indicateurs de succès que vous avez établis those things they all et need en fait la faisabilité et la fiabilité de ces éléments, tout ça a un effet dans votre projet. Premièrement, vous devez établir des objectifs, surtout dans les projets de court terme. Les projets de 3 mois ou de 3 ans, ce n'est pas la même chose. Il faut établir des objectifs, sinon les choses, le temps passe très rapidement et vous ne saurez pas ce que vous aurez accompli. En même temps, il faut établir des objectifs très réalistes et des cibles réalistes, atteignables, à moins que vous soyez une organisation temporaire qui n'existe que pour les fins du projet. Si c'est le cas, vous devez réfléchir profondément à la raison pour laquelle vous menez ce projet et ce que vous essayez d'accomplir. Mais dans la plupart des cas, vous êtes des organisations euh, qui existeront à long terme. Donc, le projet que vous menez est un projet parmi une série de projets. Alors, la clé ici, dans une initiative précise qui dure 3 mois ou un an, vous devez déterminer comment s'inscrit ce projet dans votre feuille de route, votre stratégie globale et les changements que vous voulez apporter. Quel est le rôle de votre projet? Et votre façon de décrire la réussite sera beaucoup plus compréhensible. Alors, ensuite, Sarah en a parlé plus tôt, ce n'est pas parce que vous avez des indicateurs de succès que les organismes vos commanditaires comprendront ce que vous tentez de faire. Alors, vous devez communiquer de façon claire avec eux. Vous devez avoir des mécanismes de collecte de données, d'analyse de données, surtout dans les projets à court terme. Ça vous permettra de faire un suivi et une surveillance de vos activités à l'interne et à l'externe. Alors, j'aimerais ajouter une chose, faire du pouce sur ce que vous avez dit, Jerry. Une des choses sur lesquelles nous travaillons,
qui a été utile selon moi, on parle des signes et des signaux du changement. Des fois, on se dit, il pourrait y avoir quelque chose ici. Et ça peut, en fait, je vais revenir sur faire une métaphore avec la plantation d'arbres. C'est en fait la graine que l'on plante. Alors, on veut apporter des changements systémiques et ça prend beaucoup de temps. Souvent, 10 ou 20 ans, ce n'est pas suffisant pour apporter un changement systémique. Mais si vous penchez sur le cadre FSG pour le changement systémique, euh, vous penchez sur les signes, les signaux, qu'il y a un changement de mentalité, un changement systémique, un changement dans le système ou dans une organisation. Alors, ce sont le genre de questions qu'il faut poser. Ce sont les questions qu'il faut poser. Alors, ça peut vous aider à avoir une meilleure relation avec vos commanditaires. Oui, souvent, les commanditaires gouvernementaux, certains commanditaires comme des fondations, peuvent collaborer en matière de collecte et d'analyse de données et vous aideront à mesurer, par exemple, les résultats un an après la fin du projet. Donc, ça permet d'avoir une période plus longue pour analyser vos données. Oui, je crois que tout le monde en a parlé. On a parlé des systèmes, des changements systémiques. Souvent, ces projets à court terme mettent en lumière ces problèmes systémiques. Et sans toutes ces données, on n'aurait pas recueilli en fait, de leçons sur ce qu'il faut être fait en matière de planification d'analyse avant qu'on puisse passer à la prochaine phase du projet. Et parfois, il peut sembler qu'il n'y a aucun travail qui est fait dans la communauté, mais lorsqu'on recueille ces données, on les analyse, c'est là qu'on comprend la réalité des choses, réalité qu'on ne comprendra pas autrement. Merci à vous tous et toutes. Est-ce que quelqu'un veut prononcer le mot de la fin? Oui, c'est la fin de notre conférence. Je réaffiche cet écran. Merci énormément, Sandy et Sahar, euh, de nous avoir fait part de votre expérience et de vos conseils. Avez-vous un mot pour clore la séance? Qu'est-ce que vous voulez qu'on le retienne de votre conférence aujourd'hui? La collaboration, ce n'est pas facile, comme l'avait dit Jerry, mais nous croyons sincèrement que en fait, nos projets de collaboration ont valu la peine. Nous avons accompli notre mission, nous avons apporté des changements systémiques à un certain niveau, ce qui aurait été impossible sans cette collaboration. Alors, c'est essentiel. Et si c'est possible, commencez par vous poser la question du pourquoi. Pourquoi êtes-vous à cette table ensemble? Quels sont vos principes? Alors, ce sont les deux meilleurs conseils que j'ai reçus moi-même. Et ça vous permettra d'avoir des partenariats euh, en fait réussis. Commencez par le pourquoi et commencez par les principes. Sandy, je seconde tout ce que Sahar a dit. Je crois qu'il y a aussi ceci pour voir ces signaux, ces signes. Il faut cultiver des espaces sûrs euh, pour tous les intervenants et partenaires. Dans notre projet, nous avons des intervenants systémiques à haut niveau qui ont leur propre conversation, qui ont leur propre groupe de euh, sûreté émotionnelle, mais sur le terrain, il y a des équipes qui voient quels sont les problèmes et le fait que ces deux ordres de partenaires collaborent ensemble, c'est ce qui fait que la collaboration est réussie et que tout le monde y trouve son compte. Merci énormément. J'espère que ça a été aussi intéressant et utile pour vous que ça l'a été pour moi. Je repasse la parole à Naomi ou Gabriella. Oui, oui, à moi. Merci énormément, Jerry. Alors, c'est terminé. Nous avons encore quelques minutes si nous vous demandons de rester avec nous. Encore une fois, merci, Jerry, d'avoir animé une séance aussi
intéressantes. Et merci à nos conférencières pour leurs commentaires très judicieux en matière de collaboration avec les partenaires. Merci de nous avoir fait part de vos histoires. Alors, dans le but de continuer à apprendre et améliorer ces séances, ce serait formidable que vous répondiez à un court sondage qui nous permettra de recueillir vos commentaires. Nous publierons les liens vers, la version anglaise et française dans le clavardage et nous enverrons ce lien dans un courriel après la séance. J'aimerais également vous remercier d'avoir posé des questions. Je vois qu'il y a des commentaires de suivi et nous allons vous envoyer ces questions, ces commentaires après la séance. Alors, merci de votre participation. Et avant de passer la parole à Gabriela, sachez que la séance d'aujourd'hui a été enregistrée. Nous allons vous envoyer le lien vers la conférence en français, en anglais, et vous pourrez la partager avec d'autres et la réécouter au besoin. Alors, sur ce, je passe la parole à Gabriela pour le mot de la fin et qui va nous inviter à la dernière séance de l'année. Merci. Votre micro est éteint, Gabriela. Merci. La dernière séance, en fait, c'est aujourd'hui la dernière séance de l'année. Alors, merci, Sahar, Sandy, Jerry. C'était un immense plaisir que de vous écouter et d'apprendre de votre expérience. Alors, avant de terminer, nous aimerions prendre une minute pour célébrer nos réalisations ensemble. C'est un peu fou, mais ce fut la dernière séance de mobilisation de l'année et beaucoup de choses ont été accomplies cette année. Alors, nous voulions prendre une minute pour revenir sur cette année. 2022 a été une année très spéciale pour nous tous et toutes, une année pleine de joie, d'apprentissage et beaucoup de choses se sont passées dans cette communauté de pratique. Nous avons tenu 6 séances de mobilisation comme celle d'aujourd'hui. Nous avons traité des sujets très divers comme les activations hivernales, la résilience numérique, l'ère du vivre avec, l'apprentissage et l'évaluation. Lors de ces séances, nous avons été accompagnés par 16 chefs de projet comme Sandy et Sahar des 4 coins du pays qui nous ont fait part de leurs histoires, leurs défis et leurs réussites. Et nous leur en sont très reconnaissantes. Alors, nous avons lancé le site web de la création de lieux du Canada, un site web, une plateforme pour toute personne voulant aller plus avant dans la mobilisation communautaire, la création de lieux partout au Canada. Ce site a reçu plus de 1000 visiteurs depuis son lancement en septembre. Ça nous rend très heureuses et nous avons également lancé un bulletin électronique, une occasion pour vous de prendre connaissance des histoires, des anecdotes et des déroulements des projets au Canada. Si vous voulez vous inscrire à ce bulletin, dites-nous-le, cet espace est pour vous. Et enfin, nous avons continué à exécuter notre programme de mentorat. Nous avons 2 cohortes, l'une qui est menée par Jerry, en fait, des cours de mentorat pour 28 projets et 11 discussions en petits groupes auxquels ont participé plus de 60 projets. Nous sommes heureux de continuer lentement, mais sûrement à offrir de plus en plus de possibilités d'apprentissage par les pairs et d'établissement de relations entre les créateurs de lieux et les bâtisseurs communautaires du Canada. Je pense parler au nom de l'équipe de l'initiative communauté pour des collectivités en santé et de nos organisations partenaires en disant que nous terminons cette année pleine de gratitude et avec beaucoup d'idées et d'enthousiasme pour l'année à venir. Nous espérons que vous resterez à l'affût de nos développements que nous reverrons en 2023. Alors, profitez bien des vacances et merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Au revoir.